Bonjour Monsieur Fournival. Nous vous recevons aujourd'hui pour que vous nous parliez d'un de vos ouvrages, Les histoires de vie du peuple français, une réalité dans la grande histoire. Oui, j'ai décidé de travailler sur ce concept d'histoire en lien avec le peuple, ce qui peut paraître sur une première approche quelque chose d'anodin, mais j'ai souhaité dans ce livre retranscrire le peuple à la fois dans sa singularité, avec ce qui compose finalement les histoires de vie des citoyennes et des citoyens, et à la fois dans sa globalité, car notre histoire montre que le peuple a toujours été une signification par rapport à des décisions, des orientations, et cette articulation entre les différents régimes, dont celle qui nous marque encore beaucoup et qui est 1789. Voici quelques éléments de mon ouvrage que je souhaite partager avec vous. La grande histoire résonne dans le champ populaire, à la fois scientifique, mais aussi introspective. On a tous, en nous, notre histoire de vie, et celle du peuple implique tous les acteurs, sujets, citoyens, en corrélation avec ce qui a été écrit ou le sera. Cette grande histoire semble apostropher ce qui marque les faits tels que les découvertes, les guerres, les révolutions, la construction des monuments, des conquêtes, des réformes, finalement l'accessibilité à la compréhension des entités d'une histoire qui se compose aussi avec de nombreuses valeurs. Toutefois, il est important, et c'est ce que j'ai essayé de travailler dans ce livre, l'aspect des histoires de vie et à situer les identités des personnages qui ont laissé leur empreinte dans l'anonymat de cette grande histoire sans les exclure, les ignorer ou les dévaloriser. Celles et ceux qui, dans l'anonymat, ont marqué de leur empreinte le façonnage de notre grande histoire par leur histoire de vie et leur utilité au nom finalement de la France, ne sont pas forcément inscrits dans les grands livres d'histoire. Il est vrai que l'on ne peut pas tout recenser dans ces livres et que il revient toujours aux décideurs, aux dirigeants, aux rois, aux présidents d'être les guides, mais aussi les préceptes, les actions mises en place pour notre pays. Les histoires de vie du peuple, avec toute sa singularité, ne sauraient être ignorées par le fait des statuts hiérarchisés. Et d'ailleurs, même quelquefois, dévalorisés, parce qu'ils sont interrogatifs dans les rapports sociaux, culturels, identitaires, de race, d'argent, de contingence, de sexe, d'intelligence. Ce sont bien les histoires de vie du
peuples français qui se sont érigés pour garder nos libertés et nos valeurs. Et si même quelques monuments aux morts retracent le respect et le dévouement du mort pour la France, ils ne sont que finalement ces soldats, ces citoyens, largement oubliés après ces guerres atroces. Chaque citoyenne et citoyen fait partie de la grande histoire. J'entends déjà des personnes dire oui, il y aurait une grande histoire, une petite histoire, et cette petite histoire reviendrait au peuple, et la grande aux gens qui ont commandé les choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette introspection et cette déduction. Les histoires de vie singulières montrent aussi que notre histoire n'appartient pas aux nantis. Elle doit se désaxer de ses préalables et de ses préceptes, car elle ne saurait construire l'utilité des hommes et des femmes qui sont morts pour notre pays et qui ont œuvré, comme je l'ai dit auparavant et comme je le souligne dans ce livre, à non pas des rangs de nobles, de titres honorifiques, d'intelligence peut-être supérieure, de titres quelconques de royauté ou de célébrité, mais des gens simples qui pouvaient, d'une certaine façon, relater les faits indéniables et interprétatifs que d'ailleurs les historiens aiment se nourrir de ce réservoir, contribuant à forger des repères historiographiques, tout en sachant que la grande histoire ne reconnaît pas toujours les citoyens qui ont contribué à construire et à entretenir cette France. Cette renommée d'une historicité pour la reconnaissance d'un pays ne doit pas ignorer les sujets lambda. Ils sont importants parce qu'ils ont été des sujets acteurs à part entière. Ce que je nomme des hiéroglyphes des faits historiques. Encore faut-il les décrypter, les reconnaître avec finesse, réalisme, sans en faire une impasse d'historicité. Non. Dans cette optique, et afin de composer avec ces termes, je voudrais m'arrêter sur une citation de Henri-Irénée Maroux que je vais lire. Qu'est-ce que donc que l'histoire ? Je proposerai de répondre: l'histoire est la connaissance du passé humain. L'utilité pratique d'une telle définition est de résumer dans une brève formule l'apport des discussions et gloses qu'elle aurait provoquées. Comment ? Nous devons dire la connaissance et non pas, comme tel autre, une forme de narration du passé qui ne tiendrait pas compte de l'humain, ou encore une œuvre littéraire visant à retracer. Sans doute, le travail historique doit normalement aboutir à une œuvre écrite, mais il s'agit d'une exigence de caractère pratique, d'une mission sociale de l'historien. Ce livre, et je terminerai mon introduction, énonce parmi les concepts 3 centraux: la connaissance, la recherche et la manière dont j'ai pu poser une lecture de l'étude. Il contribue
à éclairer une démarche qui soit recevable, non pas par les historiens, car je ne suis pas, moi, historien, mais une démarche de recherche, un repère qui essaie de traduire une ligne directrice vers une autre lecture ouverte d'historicité. Je vais terminer sur ce point et je vais vous souhaiter une bonne lecture. Merci Monsieur Fournival et nous nous retrouverons très prochainement pour d'autres extraits de vos autres ouvrages. Je vous en remercie.